et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Go. Alors aujourd'hui, on va voir les boucles et les structures conditionnelles. Alors quand je vous dis les boucles, en fait il n'y en a qu'une. Il n'y a que la boucle for. Donc c'est pas compliqué. La boucle for sert, c'est une boucle à tout faire. Donc pour faire notre boucle for, c'est comme dans beaucoup de langages, on va faire i. Alors ici on utilise deux points égales et on va lui mettre la valeur 0, point virgule, donc on initialise i à 0, ensuite on va lui dire tant que i est inférieur à 10, donc la boucle tournera tant que i est inférieur à 10, et maintenant on va faire i++ pour lui dire que à chaque tour de boucle i sera incrémenté de 1. Voilà, et ici on va faire le printline de i. Hop, on est parti, on voit que ça fonctionne. Donc ça c'est la boucle, tout ce qu'il y a de plus classique. On définit un index auquel on attribue la valeur 0. Ensuite on lui dit que la boucle tournera tant que l'index reste inférieur à 0, et ensuite, à chaque tour de boucle, on incrémente l'index. Donc j'aurais pu faire, par exemple, plus égale 2, hein, pour faire des boucles par pas de 2. Donc là, il n'y a pas de souci. Comme i, j'aurais pu le définir à 1. Voilà, on peut changer tout ce qu'on a, tout ce dont on a besoin. Donc ça, c'est la première boucle for qu'on va faire de manière classique. Alors, on n'a pas de boucle while en Go. On n'a que notre boucle for. Alors, ce que je peux faire, c'est par exemple définir, pareil, un index ici qui va être à 0. Et comme on aurait fait, par exemple, ici on aurait fait tant que i était inférieur à 10, tac, on fait tourner la boucle, et dans la boucle on a incrémenté i++. Donc c'était une autre manière de faire ça. Donc ici, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va remplacer while par la boucle for. Donc on peut dire tant que, pareil, donc à la place du while, on met for i inférieur à 10, on imprimera i, et surtout on n'oublie pas ici d'incrémenter i, sinon on se retrouve avec une boucle qui tourne indéfiniment. Donc voilà, on a exactement la même chose. Donc ici, tout bêtement, on remplace le while par la boucle for. Et surtout, vous avez vu qu'on ne met pas de parenthèse, contrairement aux autres langages. Dans les autres langages, on aurait ceci. Et en Go, les parenthèses, là, dans ce cas-là, on n'en a pas besoin. Donc voilà pour le for qui remplace la boucle while. Alors, comme on a aussi, certaines fois, on voit, on a besoin de faire des boucles infinies. Donc, par exemple, on fait while true, voilà, hop, et on fait tourner, par exemple, un programme, par exemple, si vous faites une calculatrice, elle ne va pas s'arrêter à chaque fois que vous avez fait un calcul. Vous ne relancez pas votre calculatrice. Par contre, vous avez un bouton pour quitter. Et donc, on fait une boucle while. Tant que c'est vrai, donc on va faire des calculs. Donc, on va pouvoir faire nos calculs. Et par contre, si on appuie sur le bouton quitter, on envoie false. Et là, tac, on quitte la boucle. Donc, pour faire une boucle infinie, eh bien, tout simplement, on peut faire ceci. Alors là, j'ai même plus besoin de ça. Ouais, mais ça, je vais le laisser puisqu'il lui faut quelque chose à imprimer quand même. Donc, voilà. Si je lance ça en l'état, d'ailleurs, hop, si je peux mettre ça aussi.
Donc si je lance ça en l'état, il va me lancer, on va voir, bim, et là il n'arrête plus. Alors on voit, forcément on n'aura pas, voilà, on va pas partir de zéro puisque ça tourne tellement vite. Hein, vous voyez, en rien de temps, on est à 77 000 et je suis loin du bout. Hein. Voilà, on arrive, en rien de temps, je suis arrivé à plus de 230 000. Ce qui montre aussi que c'est très rapide. Mais du coup, la boucle ne s'arrête pas. La boucle est infinie. Donc pour sortir de cette boucle, je vais être obligé de faire un break. Donc ici, si je mets par exemple, voilà, ici l'instruction break, on va casser la boucle. Et d'ailleurs, je vais rajouter ici une time de fin de code, voilà. Donc je lance mon truc, bim, il m'affiche 0, il incrémente bien i, mais on l'imprime pas, donc on s'en rend pas compte. Et il tombe sur le mot-clé break qui lui fait sortir de la boucle. Et ensuite, le programme reprend comme si de rien n'était. C'est pour ça que je vous ai mis ici un printline fin de code pour bien qu'on voit que le code continue après. Simplement, il sort de la boucle et il continue. Il n'y a pas de plantage, il sort juste de la boucle. Donc voilà pour les trois utilités de la boucle for. La boucle for qu'on va construire de manière classique. La boucle for qui va remplacer le while, while comme tout à l'heure, i inférieur à 10, et la boucle for qui va remplacer le while true, qui va créer des boucles infinies. Alors, en ce qui concerne la boucle for classique, autre chose. Alors, on va virer i. Ici, je vais créer tout bêtement comme ceci, tac, un array de 5 entiers, voilà, qui vont être 1, 2, 3, 4, 5, oui, et ici par contre je vais peut-être lui mettre 2 points égales, ce qui fonctionnera mieux, et là, oui, non, là on s'en fout en fait, pour l'instant. Donc ici, si je veux itérer sur X pour imprimer chaque élément. Alors je pourrais faire, comme on l'a vu tout à l'heure, je pourrais très bien définir un index à 0, lui dire de tourner tant que I est inférieur ou égal, donc ici on a 5 éléments, donc il va falloir faire 5 tours de boucle. Donc tant que I est inférieur ou égal à 4, puisque ici on va compter les index, donc il va y avoir 0, 1, 2, 3, 4, ce qui va faire 5 tours de boucle, et ici on va tout simplement incrémenter I. Alors maintenant si j'imprime I, je vais avoir 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, donc moi ce que je veux c'est imprimer les éléments contenus dans X, donc je vais faire X, et en index, tout simplement je vais lui passer I, qui va à tour prendre la valeur de 0, 1, 2, 3, 4. Et donc, maintenant, si je lance ceci, voilà. Et j'ai toujours mon fin de code. Alors, fin de code, je vais l'enlever, on a compris. Voilà, voilà. Donc, je peux faire comme ça. Alors, j'aurais pu très bien remplacer 4 par len de x. Alors attention, on sait qu'il va nous donner 5, et là ici, on va avoir besoin des index, donc qui vont jusqu'à 4. Donc, ici, je fais len-1, et là, j'ai toujours bien mon itération. Alors on ne se cache pas que ça c'est à l'ancienne, et c'est quand même un petit peu le bordel. Donc ici, souvent dans certains langages, on a des boucles for, i, in, et là, par exemple, x, et on aurait tous les éléments. Eh bien, il y a la même chose dans Go, donc on va faire for i, 2 points égale range
de x. Et maintenant, je vais juste imprimer i. Ici, je me retrouve avec que mes index. Et moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est mes valeurs. Les index, je m'en fous un peu. Donc, j'aurais pu faire x. Et puis, comme tout à l'heure, récupérer ça. Donc là, ça marche. Alors, range, ici, va nous permettre d'itérer sur le tableau X. Alors ici, on a une seule valeur qui est l'index, mais il faut savoir que range renvoie deux valeurs. Alors, c'est un peu particulier. Normalement, on verra que les fonctions peuvent renvoyer plusieurs valeurs. Normalement, il faut autant de variables que de valeurs renvoyées. Donc si on renvoie deux valeurs, normalement il faut deux variables. Avec range, la deuxième est optionnelle. On peut avoir soit, si on en met une seule, on va récupérer l'index. Donc là il met une erreur parce que je ne l'utilise pas. Voilà. Par contre, si on met deux variables, alors pareil, hein, il va me mettre... non, je vais faire comme ça. Ouais, je mets virgule, tac, tac, tac. Petite flèche, virgule, V. Donc voilà, si je mets deux variables, il va me récupérer dans un premier temps l'index et la valeur située à cet index. Donc allons-y. Hop, on voit que ici, index 0, j'ai 123, index 1, j'ai 45, et ainsi de suite. Donc maintenant, alors, si je mets une seule variable, j'ai l'index, automatiquement. Mais moi, l'index, je m'en fous, je voudrais récupérer que la valeur. Et on voit que si je n'utilise pas, là, si je n'utilise pas l'index, ben, il me fait une erreur. Parce que Go, il déconne pas, si on a une variable qui n'est pas utilisée, il ne voudra pas compiler. Donc comment faire pour ça? Puisque i, je m'en fous complètement, j'en ai pas besoin. Eh bien en fait, on va remplacer le nom de la variable par un underscore. Donc en fait, le underscore va remplacer une variable. Donc on va lui dire, bon voilà, tu récupères bien les deux valeurs. Donc on va récupérer l'index et la valeur. Mais l'index, vu que je n'en ai pas besoin, bah, tu le stockes pas. C'est-à-dire tu le récupères bien, mais tu l'effaces au fur et à mesure. Voilà. Et là, j'ai bien que mes valeurs. Donc en fait, l'underscore, il sert à ne pas tenir compte d'une variable qui va être récupérée. Donc comme on le verra plus tard avec les fonctions, comme on peut renvoyer 2, 3, on peut renvoyer autant de valeurs qu'on veut, il va falloir ici, à chaque fois, autant de variables pour stocker les valeurs qui ressortent. Donc si je n'ai pas besoin d'une ou même de plusieurs valeurs de sortie, eh bien je remplace les noms de variables par l'underscore et donc elles vont bien être récupérées à la sortie, mais elles ne seront pas stockées, elles ne seront pas gardées. Ne seront gardées dans la variable déclarée que celles qui ont un nom et qui ne sont pas donc des underscores. Donc voilà pour le range. Alors bien sûr, si cette fois je faisais... Alors on va réutiliser l'exemple de la dernière fois. Hop, map string, voilà. Des clés qui vont être des strings et des valeurs qui vont être des int. Alors je remets 1 avec 2.1. 2 avec 2.2 et on va se rajouter 3 avec la valeur 3. Donc si je refais tout à l'heure comme tout à l'heure, i et v, donc i virgule, hop, et je me refais ma petite flèche. Voilà, on voit ici que i
c'est ma clé, et V, la valeur. Et donc ici, comme tout à l'heure, si je récupère que I, j'aurai uniquement les clés. Et pareil, si je récupère que la valeur, je vais récupérer uniquement les valeurs. Bon, après, j'ai mis clé, mais j'aurais pu mettre value, hein, c'est comme d'habitude. Ça reste des variables, donc on leur donne le nom qu'on veut. Moi, j'ai utilisé I et V tout le long, mais vous utilisez ce que vous voulez. Donc voilà, avec cette boucle, on peut voir que on peut itérer directement sur des collections, sur des ensembles, et du coup, à chaque fois, récupérer les clés ou les index selon le type de collection et les valeurs. Donc, voici pour les boucles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va voir les deux structures conditionnelles qu'il existe dans Go. Alors, on va passer très vite sur celle-ci. On a la fameuse if, donc on va faire var x égale 1. Je lui donne une valeur. Hop, tac. Donc si x, s'en fout, on va mettre un petit peu n'importe quoi. Si x égale 0, hop, printline 0 et else, hop, printline de autre. Ah, voilà. Hop. Donc là, pas vraiment de choses particulières du à Go. On a aussi le else if i inférieur à 10 par exemple. Printline, voilà, entre 0 et 10. Pourquoi j'ai mis i ici, je me le demande. Et sinon, else, hop, tac, printline supérieur à 10. On est parti, ici il me met entre 0 et 10. Voilà, d'ailleurs ici j'aurais dû mettre 11 pour que ce soit plus logique. Et bien sûr, si je mets moins, il va me mettre supérieur à 10. Pourquoi entre... Ah bah oui. Oui, c'est logique puisque c'est inférieur à 11. Oui, oui. C'est inférieur à 11 et ça n'est pas 0. Là, sur le coup là, c'est moi qui déconne. Donc, if, else, tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est le fait que dans la plupart des langages, comme tout à l'heure avec la boucle for, c'est entouré par des parenthèses, alors que ici, pas de parenthèses. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, si x, alors supérieur à 0, et x inférieur à 11, donc là, on va mettre, pour que ce soit le cas, voilà, entre 0 et 10. Bien sûr, on peut utiliser le ou. Non. Voilà. Hein, avec les deux barres verticales. Donc voilà tout ce qui est le plus classique. Ça, c'est l'un ou l'autre. Bon, bah là, il se trouve que c'est les deux. Voilà. Donc, on utilise les opérateurs logiques, comme d'habitude. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors ici, on a un deuxième type de structure conditionnelle, on a le switch. Alors, le switch, on va lui passer, si on veut refaire à peu près la même chose, on va faire un switch de x. Donc, on va évaluer x au cas où
case 0 de points, on va faire un print line de... Alors en fait non, on va retourner une valeur. On va retourner une valeur. Alors par contre, ce qu'on ne peut pas faire en Go, on ne peut pas définir une variable, par exemple, non, on la définirait comme ceci, voilà. A égale switch, on va faire l'évaluation de x, et ici par exemple on ferait un return de d'une chaîne qui s'appellerait 0 par exemple. Donc ça c'est pas possible. On ne peut pas récupérer via un switch, et on ne peut pas récupérer de valeur. Switch ne renvoie absolument rien. Donc si on veut faire quelque chose dans ce genre là, on va être obligé de créer une variable. Par exemple, on l'a appelé result, qui sera une variable de type string. Voilà, et maintenant, ce que je vais faire le print line de result derrière. Voilà. Et ici, simplement, on mettra result égale 0. Donc là, on veut juste tester si c'est 0, et on va faire, bien sûr, il y a un default qui va s'appeler autre. Donc ici on va évaluer x au cas où x serait égal à 0, donc c'est équivalent à ça, hein. Donc case 0, on enverra à result la valeur de 0, et sinon par défaut dans tous les autres cas ce sera autre. Bim, autre. On pourrait se passer de default. On voit que ça fonctionne très bien. Bon là, concrètement, ça renvoie rien, c'est débile, mais default n'est pas obligé. On peut avoir un switch et dire, ben voilà, il se passe quelque chose que si dans tel cas, tel cas, tel cas, et par contre ne pas mettre de défaut, on veut simplement que il ne se passe rien. Donc c'est possible. On peut complètement zapper le default. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut faire case. Là, si on veut tester, donc ça c'est bien si on veut tester une valeur, mais on voudrait tester si x est supérieur à 0. Donc on va être obligé d'utiliser cette syntaxe-là, case x supérieur à 0. Donc result, on va mettre sup. Alors ici, non, ouais, je vais peut-être mettre un signe égal, et ici je vais mettre 10. Bim, et là on voit que on a une erreur. Alors c'est très embêtant. On voit qu'il met que le cas est invalide et que les types ne sont pas les mêmes. J'ai des booléens et des int. Donc ici, effectivement, on va renvoyer un booléen. Donc si l'expression est vraie, on va renvoyer true, sinon on va renvoyer false. Ici, on aura true. Donc, et par contre, ici, on va lui passer des int. Alors, effectivement, derrière, la mécanique derrière va faire comme ceci, mais ça c'est la tambouille externe. Lui, ce qu'il attend, dans ce cas-là, ce qu'il attend, c'est un int. Donc comme il attend un int et que nous, on lui renvoie un booléen, ça va coincer. Donc dans ce cas, je ne pourrais tester que, voilà, que des int. Alors comment faire? Eh bien tout simplement, on peut soit faire des tests de x, alors ici j'aurais pu tester des strings, c'est pareil, là j'ai testé des int, j'aurais pu tester des strings, des floats, mais là vraiment on teste, en fait on va tester la valeur de x. Alors maintenant si on veut tester des conditions, eh bien tout simplement on enlève ça, et ici je vais pouvoir mettre x égale 0, donc ça va être la même chose que tout à l'heure. Et si x, je vais y arriver, est supérieur à 10.
à 0. Ce sera mieux. Et donc là, pas de souci, parce que ici, dans un switch où on ne passe pas de valeur, il attend qu'on manipule dans les cases des booléens. Alors ici, par exemple, j'aurais pu mettre aussi, hein, on voit que ça fonctionne, et x, eh bien, par exemple, inférieur à 8. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, il ne se passe rien, puisque ce cas-là n'est pas vrai, ce cas-là non plus. Donc, s'il y avait une expression default, eh bien, il passerait à... on va mettre défaut, tiens, et hop. Voilà. Donc là, on voit que il passe bien à l'expression défaut. Alors maintenant, que se passe-t-il? Alors je vais faire un copier-coller, hop. Alors x, eh bien, on a un x supérieur à 0. Donc ici, on va mettre sup. Et ici, on va mettre, donc il est inférieur à 12, et on va faire inf. Voilà. Donc ici, mon x, il remplit cette condition-là, mais il remplit aussi celle-ci. Allons-y, voilà. Donc en fait, comme dans beaucoup de langages d'ailleurs, le switch s'arrête après la première vérification. Donc si ça est vrai, automatiquement, il sort du switch et il continue le programme. Donc il se fout après de savoir si la deuxième ou la troisième expression est vraie. Il s'arrête dès qu'il trouve une expression vraie. Donc ici, j'aurais gardé 0, hop, il passait à la deuxième. La première est fausse, donc on passe à la deuxième. Par contre, si je laisse ceci, la première est vraie, tac, on ne cherche pas plus loin, on attaque la suivante. Donc voilà pour les switches. Donc tout simplement, il faut retenir que si on veut évaluer des expressions, donc tester des cas s'ils sont vrais ou faux, eh bien on va faire un switch sans lui passer de valeur. Par contre, si on veut tester la valeur d'une variable, on lui passe la dite variable et après, on va tester chaque valeur indépendamment. Comme ça. Donc ici, je teste si la valeur de x est égale à 1 ou à 2. Bon, tout ça, ça n'a pas lieu d'être, mais voilà. Ça fonctionne quand même. Donc voilà, comme on peut le voir, il y a un type de boucle en Go qui peut faire 3 voire 4 choses différentes avec le range, mais on utilise un seul type de boucle et il y a deux types de structures conditionnelles. La structure if, else classique et le switch qui permet de tester soit une valeur, soit de tester une expression, si une expression est vraie ou fausse. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce chapitre. Eh bien, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.